Emeline Bailly, qui est chercheuse en urbanisme au Centre scientifique et technique du bâtiment, Pierre-Yves Burlot, qui est directeur du développement durable de Séché Environnement, Benoît Léniel, donc professeur de climatologie à l'Université de Rouen. Et je vous demande d'excuser l'absence de Pascal Pic, qui a eu un contretemps au dernier moment. Installez-vous. On aurait pu faire un garçon et une fille, mais c'est pas grave, on va faire... Non, c'est bon, ça ira. Emeline Bailly, on va débuter avec vous. Vous pouvez prendre un micro. Pourquoi est-ce que les gens se sentent bien quand il y a de la biodiversité autour d'eux? On en parlait ce matin dans la première table ronde où on nous disait que 97% des gens disaient qu'ils aimaient bien la nature, qu'ils se sentaient bien avec. Et comment est-ce que ça questionne du coup ce bien-être ressenti dans la gestion des villes? Alors, je pense qu'on a beaucoup parlé de connaissance de la biodiversité, de pédagogie, de sensibilisation, mais je pense que ce qui est important, c'est l'expérience, et l'expérience de la nature. Et donc, vous me posez la question, pourquoi il y a un mieux-être avec la nature? On ne se l'explique pas vraiment. C'est une grande question. On parlait de thèse ce matin, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que la nature nous procure effectivement une sensation de mieux-être. Et moi, je dirais que ça peut s'expliquer notamment par la filiation que la nature offre avec le monde sensible. Je m'explique. Par exemple, quand nous nous promenons dans une forêt, nous sentons des odeurs, nous sentons le vent bruisser, enfin nous entendons le vent bruisser dans les feuillages, nous sentons la terre sous nos pieds. Nous avons une série de sensations qui nous immergent dans le monde animé, dans le monde vivant. Et on a une conscience de la vie qui bruisse autour de nous. Et on a une conscience de nous-mêmes par les sensations qu'on éprouve. Donc on a un sentiment de la vie. Et je pense que Maud Lelièvre, ce matin, parlait du lien essentiel à la nature des hommes. Et je pense que retrouver ce lien essentiel à la nature est absolument fondamental pour éprouver la vie, pour éprouver son sentiment de vie et plus largement éprouver le mystère de la vie et de cette nature qui nous dépasse finalement. Donc finalement, c'est éminemment philosophique et ce sentiment qui nous fait sentir vivants, parmi les vivants, participe, il me semble, à cette qualité d'être dans les milieux naturels. Et en quoi cela questionne du coup la gestion des villes? Alors on l'a beaucoup dit, la question de la gestion des villes, aujourd'hui la ville s'est construite contre la nature, on parle de plus en plus d'espaces urbains au détriment même de la ville, donc de la communauté des hommes, si on devait revenir sur une question de qu'est-ce que la ville. En tout cas, aujourd'hui, il s'agit de retrouver cette relation au vivant, cette relation à la nature. Et la nature, le mot nature vient du mot latin natura, ce qui engendre la force de ce qui rend vivant. Donc, c'est-à-dire de se remettre dans le cycle de la vie. Donc, c'est aussi retrouver une relation à nos territoires de vie et donc de faire de la ville non pas un espace habité contre la nature, mais parmi la nature. Alors Pierre-Yves Burlot, vous travaillez chez Séché Environnement, vous êtes directeur du développement durable, donc Séché Environnement, je vous laisse présenter en quelques mots. En quelques mots, Séché Environnement, acteur du déchet, de l'économie circulaire, entreprise familiale. Ce n'est pas un grand groupe, c'est une entreprise intermédiaire, 40 sites en France et une centaine à l'international. Et alors justement, vos sites en France, vous me disiez, ont de plus en plus les mêmes problématiques que les villes, parce qu'ils se rapprochent aussi avec l'étalement urbain des villes, avec l'économie circulaire, la notion de circuit court, etc. Et vous aussi, donc sur vos sites, vous faites attention à la place du vivant et pour essayer de diminuer votre impact. Exactement. Il y a eu plusieurs références effectivement au monde privé dans les interventions précédentes. C'est vrai que ce monde privé, à l'échelle de chaque entreprise, a sa part à jouer dans ce mouvement de préservation de la biodiversité. Alors, Séché, entreprise historique du déchet, le lien entre le déchet et les villes
extrêmement fort, avec une montée effectivement des consommations des populations après-guerre, et donc des installations de gestion de déchets qu'on voulait loin des villes. Et au fur et à mesure que les villes se sont d'une part étendues, et par ailleurs que le monde du déchet s'est aussi transformé vers l'économie circulaire, vers les activités de recyclage, de tri, toujours plus valorisantes pour produire des matériaux qui peuvent servir ensuite à produire de nouveaux matériaux. On a vu les distances entre nos sites industriels et les villes se rapprocher. Et effectivement, on partage aujourd'hui un certain nombre de problématiques. Des problématiques effectivement de sensibilisation de nos collaborateurs. Le groupe Séché, effectivement un groupe de l'économie circulaire, a été relativement précurseur sur ces sujets, puisque très tôt, notre directeur général, quand il a créé la structure il y a 35 ans, a voulu que nos sites soient intégrés à ce qu'il appelait les paysages et la nature. On ne parlait pas encore à l'époque de biodiversité. Et donc a investi très fortement sur ce sujet-là, avec des investissements financiers, des investissements dans la formation, des investissements en hommes, avec des équipes d'écologues. On a été le premier groupe industriel français à avoir une équipe d'écologues il y a plus de 20 ans. Et aujourd'hui, cette équipe, elle gère l'ensemble de nos projets de développement sur nos sites. Et on fait de la biodiversité un axe stratégique à plusieurs titres, pour la sensibilisation de nos collaborateurs, bien sûr, mais également stratégique d'un point de vue de l'adaptation de nos sites à aujourd'hui et à ce qui nous attend demain. Alors, quelques exemples, est-ce que vous avez quelques exemples concrets ? Typiquement, on parle beaucoup aujourd'hui de changement climatique. Aujourd'hui, travailler sur la préservation de la nature, la renaturation de sites industriels permet de mieux s'adapter à ce qui nous attend en termes de perturbations. On a connu ces derniers jours une vague de chaleur. Maintenir sur un site des zones préservées, une gestion différenciée des espaces, des zones non fauchées, permet d'abattre les températures et d'éviter les phénomènes d'îlots de chaleur quand on est un site industriel qui peut s'arrêter en cas, par exemple, de chaleur trop importante, ne serait-ce que pour le confort de nos salariés. C'est important d'avoir des capacités de résistance à cette vague de chaleur. On peut parler aussi des inondations. Le fait d'imperméabiliser toute une zone industrielle, ce n'est pas forcément la bonne solution. Si on veut être résistant aux inondations, maintenir un sol vivant permet d'absorber parfois beaucoup mieux en fait, ces perturbations. On peut travailler aussi sur des cours d'eau pour soit maintenir leur état initial, soit quand ils ont été perturbés, au fur et à mesure d'activités historiques, retravailler sur du reméandrage pour faire en sorte, encore une fois, que lorsqu'il y a des phénomènes typiquement d'intempéries, on puisse avoir une résistance à ces intempéries qui soit plus forte parce qu'on a un cours d'eau qui est plus résistant et donc qui n'est pas en linéaire simple. Donc tout ça fait que les investissements de la nature, les investissements dans la préservation de la biodiversité, dans la renaturation des sites, apportent des bienfaits pour nos collaborateurs, mais aussi des bienfaits économiques dans la poursuite de nos activités. Benoît Léniel, en quoi la présence de la nature en ville est une réponse tant pour l'adaptation que pour l'atténuation vis-à-vis du changement climatique ? Alors, avant peut-être de répondre à la question que la personne à côté de moi a partie répondu déjà, c'est important de replacer le contexte à la fois global comme local vis-à-vis du changement climatique. Vous n'êtes pas sans ignorer que nous en sommes déjà, étant membre de l'IPCC, au 6e rapport du GIEC, et que ce rapport alerte une nouvelle fois sur le fait que, au vu des émissions de gaz à effet de serre, nous sommes sur une trajectoire d'élévation de température de plus de 3 degrés. Et à plus de 3 degrés, les conséquences
pour les écosystèmes et l'homme seront dramatiques, avec une augmentation des événements extrêmes, on en a parlé, type canicule, sécheresse, îlots de chaleur, augmentation des précipitations intenses, élévation du niveau des mers, augmentation des inondations, raréfaction des ressources en eau, pour ne citer que ces exemples. Et Nicolas Mayer-Rossignol l'a dit ce matin, et c'est ce qui est écrit dans le rapport du GIEC, c'est que pour diminuer ces impacts, il faudrait aller vers l'accord de Paris et limiter le réchauffement à 1,5 degré. Et 1,5 degré, les experts du GIEC indiquent que ça veut dire que nous avons 3 ans pour inverser la trajectoire, parce que nous sommes toujours sur une augmentation des émissions, et ça veut dire que dans 3 ans, il faut inverser la trajectoire et commencer à diminuer pour, en 2030, diminuer de moitié les émissions de gaz à effet de serre et en 2050 être sur le net zéro. Alors, à l'échelle locale, on a la chance d'avoir, au niveau de la métropole, un GIEC local qui a été créé, dont j'ai la chance de présider, et qui nous permet, et nos résultats ont vraiment montré que c'est une réalité, le changement climatique sur la métropole. On le voit déjà dans les élévations de température, on le voit dans l'augmentation du nombre de jours de forte chaleur, on en a parlé. On le voit également dans la diminution du nombre de jours de gel, de brouillard, de neige. Et nos projections sur le scénario, si on prend ce fameux scénario à plus de 3 degrés, eh bien, malheureusement, la métropole n'échappera pas à toutes les conséquences dont je viens de parler, à savoir augmentation du nombre de jours de forte chaleur. Sur les scénarios, on est jusqu'à plus de 20 jours par an sur la métropole de jours à plus de 30 degrés. Quelle échéance ? Alors là, c'est à l'échéance 2100, mais ça va à 2050. On sera peut-être sur une dizaine de jours et ça va progresser. Ce qui parle souvent aux gens, c'est de dire, je ne sais pas, par exemple, Rouen aura le climat de quoi ? De Lyon ? Non, ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Il y a les journalistes qui ont essayé de me faire dire ça plusieurs fois, ou le climat de, voilà. le climat de Bordeaux. On voit des cartes comme ça de temps en temps. Mais ce n'est pas si simple que ça, parce qu'effectivement, on peut se dire, sur la Normandie, la métropole, la température va augmenter, donc ce n'est pas plus mal. Mais il faut regarder toutes les conséquences qui vont avec ça. C'est-à-dire que des jours de canicule, on en a beaucoup parlé et c'est un gros problème sur la ville de Rouen, c'est des îlots de chaleur. Quand on regarde sur la ville de Rouen elle-même, c'est quasiment, quand on a une canicule, tout un énorme îlot de chaleur. Et quand on regarde par contre sur la métropole, entre les zones de forêt et la métropole, pour un même épisode, vous pouvez avoir jusqu'à 8 degrés de différence. Donc c'est énorme. Et donc qui dit îlot de chaleur dit des conséquences bien évidemment sur les infrastructures, des conséquences sanitaires. Et puis autre élément aussi important à regarder de près sur la métropole, c'est on va aller vers une augmentation aussi des précipitations intenses. Donc, ce qui veut dire plus de ruissellement, plus de remontées de nappes, plus de crues de rivières. Et donc plus d'inondations. Et puis une élévation du niveau des mers. On pourrait se dire à Rouen, on est loin de la mer, pas de souci. Non, pas du tout. C'est que l'élévation du niveau, on a des marées qui remontent jusqu'à Rouen, et l'élévation du niveau des mers va nous bloquer les écoulements de l'eau. Donc il faut s'attendre à beaucoup plus d'inondations. Et dans nos simulations, on a montré que sur tout l'axe Seine, et principalement à Rouen, il y aura de nombreux sites industriels qui vont être touchés. Donc qui dit il faut comprendre que le changement climatique va être un accélérateur de ce qu'on appelle le multirisque, c'est-à-dire un aléa naturel vous entraîne un risque industriel, vous entraîne un risque sanitaire et vous entraîne un risque économique. Et j'en arrive sur les solutions fondées sur la nature pour essayer de répondre à ça. Justement, parmi les solutions, plutôt, il y a toute une batterie de solutions, et c'est bien écrit aussi dans le rapport du GIEC. Parmi cette batterie de solutions, il y a les solutions fondées sur la nature, et la nature en ville en est une. Et je dirais, parmi toutes les solutions, si on doit les hiérarchiser, moi j'aurais tendance à mettre la nature en ville tout là-haut, parce que ça a été bien démontré précédemment. C'est que la nature en ville est à la fois une mesure d'atténuation et d'adaptation. Parce que finalement, il faut atténuer les émissions de gaz à effet de serre pour atténuer les effets du changement climatique, mais il va falloir aussi, ça a été dit, s'adapter
aux nouvelles situations et vraiment aussi travailler sur l'adaptation. Et la nature en ville, vous atténuez. Pourquoi ? Parce que vous stockez du carbone quand vous mettez de la nature en ville. Mais aussi, ça a été dit également, vous introduisez des îlots de fraîcheur. Donc vous diminuez ce problème d'îlots de chaleur, donc vous jouez sur l'adaptation. Et puis, il y a un autre levier aussi, c'est que, on en a parlé, vous désimperméabilisez. Si vous désimperméabilisez les sols, vous permettez de l'infiltration et vous pouvez tamponner les crues et les inondations. Donc vous voyez, c'est pour cela que la nature en ville, pour moi, ça fait partie des solutions à mettre vraiment en avant. Et je suis heureux d'avoir vu la présentation précédente, où la ville de Rouen et la métropole de Rouen prennent vraiment ça à bras-le-corps. Voilà. Emeline Bailly, du coup, à travers ce que l'on entend, on réalise que la nature en ville, lui donner plus de place, c'est un vrai vecteur de qualité urbaine ? Tout à fait, dans la mesure où elle a non seulement des vertus en termes d'adaptation et d'atténuation au changement climatique, de renouveau, une capacité à régénérer une forme de biodiversité. On a parlé beaucoup de La Belle au bois dormant, j'aime bien cette image, je la reprends, mais on pourrait la dire aussi sur l'expérience des personnes qui réémergent aussi quand elles sont confrontées à la nature. Donc il y a effectivement de nombreuses vertus aujourd'hui, je dirais même une urgence à renaturer les villes. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles participent aussi de la qualité urbaine dans la mesure où elles permettent cette expérience du territoire de la vie, du vivant que j'exprimais tout à l'heure. Donc finalement, on est effectivement dans une équation qui peut être porteuse. On est beaucoup dans des discours sur le changement climatique qui véhiculent de la peur, de l'inquiétude par rapport à l'avenir, et donc redonner des perspectives et des mises en récit de la fabrication des lieux de vie dans lesquels on va vivre est pour moi fondamental dans la mesure où ça permet justement de créer des horizons de vie beaucoup plus positifs, des récits dans lesquels les uns et les autres peuvent se projeter, notamment parce que ça améliore la qualité de vie et en même temps ça participe d'une atténuation et d'une adaptation au changement climatique tout en luttant contre l'érosion de la biodiversité. Donc voilà, donc c'est assez fédérateur et assez intégratif. Alors justement, est-ce que ça recrée du lien social aussi ? Parce que finalement, ce patrimoine naturel que l'on partage, dont Jean-Michel Bérégovoy nous présentait quelques images tout à l'heure, ça devient un nouveau patrimoine à partager. Alors, je vais prendre l'exemple du confinement, puisque j'avais fait une recherche notamment sur la perception de la ville pendant le temps du confinement. Et ce qui était intéressant, c'est que donc c'est une recherche assez qualitative qui se fondait notamment sur des journaux de bord et des entretiens auprès des personnes qui vivaient le confinement en ville, la redécouverte de la nature et donc cette expérience de la nature qui était enfouie finalement comme si ça révélait une strate de la ville qui était complètement diffuse et invisible en temps normal quand la vie urbaine bat son plein. Alors évidemment aujourd'hui la vie urbaine a repris ses droits, mais cette expérience de la nature elle est toujours en présence, donc je pense que c'est intéressant de se dire qu'elle est là et qu'on peut toujours la réactiver le moment venu. J'ai perdu le fil de votre question. Ma question, c'était est-ce que ça recrée du lien social ? Oui, est-ce que ça recrée du lien ? Donc c'était pour dire que le micro. Pardon, que la nature, donc elle participe du. Je vais poser ça m'embête. Ça participe de l'expérience de la ville et on le voit, ça peut participer du lien social, effectivement. C'est relativement fédérateur, même s'il y a des perceptions évidemment très différentes, des attentes différentes de nature en ville, on l'a dit ce matin. Mais la nature est un élément fédérateur. Je vais prendre un exemple. À Genève, par exemple, j'ai réalisé une recherche sur les interstices de nature en présence dans les milieux urbains et périurbains du Grand Genève. Et on se rend compte que finalement, ces espaces sont relativement investis, sont appropriés pour des usages plus libres, un petit peu à côté des espaces publics et des attentes sociales prescrites en ville. Donc les gens s'approprient ces lieux et cela crée aussi des formes de vie communes, c'est-à-dire que les gens se mettent à gérer ensemble certains espaces interstitiels qui créent des cheminements alternatifs
ou pour, justement, on a parlé de nature comestible ce matin, ou de plantes sauvages comestibles cet après-midi. Donc voilà, donc, il va y avoir tout ce souci de cueillette en commun. Voilà, donc ça peut susciter un certain nombre d'initiatives et de liens entre les personnes. Et du coup, est-ce que vous diriez qu'aujourd'hui, finalement, les gestionnaires de villes qui sont les plus en avance sur ce rapport à la nature peuvent créer un vrai facteur d'attractivité ? Alors c'est déjà le cas. Les promoteurs développent des jardins pour augmenter le tarif des logements qui sont avec vue sur jardin. Donc c'est déjà un vecteur attractif. Et on le sait aujourd'hui, les aspirations citoyennes en termes d'espace de nature, de pouvoir effectivement se promener dans des mailles piétonnisées mis en nature, de pouvoir aller pique-niquer sur une pelouse, ce sont des pratiques qui se déploient de plus en plus et qui sont demandées de plus en plus par les citadins. Avec l'étalement urbain, les citadins, la nature est de plus en plus éloignée des centres urbains, et donc il y a une aspiration à redonner de la place à la nature et à des expériences de nature en ville qui vient aussi des citoyens. On pourrait aussi multiplier avec la multiplicité d'initiatives autour des jardins partagés, des jardins d'insertion, des jardins thérapeutiques. Enfin, voilà, il y a de multiples initiatives autour du lieu du lieu de nature en tant qu'espace de rencontre et de vie sociale. Pierre-Yves Burlot, vous disiez c'est aussi quand sur un site industriel on met plus de vivants, c'est un moyen aussi de sensibiliser les collaborateurs. Est-ce que là aussi, ça permet d'avoir des échanges à d'autres niveaux, de créer de l'attractivité pour l'entreprise, ou est-ce que c'est anecdotique ? Non, c'est même un gage d'attractivité dans les recrutements qu'on fait. Alors, juste peut-être avant, et je vais faire un parallèle sur la métaphore de la Belle au bois dormant. Alors moi, je suis assez convaincu aussi par cette métaphore, mais je rajouterais juste un point. C'est qu'il faut du temps avant le réveil, ou en tout cas un réveil vraiment éveillé, et il faut de l'expertise. Contrairement à d'autres sujets de la transition écologique, la biodiversité est une science hyper complexe et qui va prendre du temps à retrouver un environnement initial si c'est celui-là qu'on recherche. Et donc, tous les investissements, tous les efforts qu'on peut faire sur ce sujet ne peuvent avoir de pleins effets qu'avec du temps long et des compétences. Et c'est important d'insister là-dessus, parce qu'il ne faut pas donner non plus l'impression que c'est trop simple, au risque de faire des erreurs. Et il n'y aurait rien de pire que de renaturer des espaces, ou de tenter de renaturer des espaces en n'y ayant pas assez réfléchi en amont, avec les bonnes compétences et avec un vrai projet à long terme. Ça, c'est extrêmement important. Et donc, je vais revenir sur l'attractivité pour nos collaborateurs. C'est que donc, certaines entreprises ont investi sur ce sujet depuis relativement longtemps, comme des collectivités, comme des associations, comme des particuliers qui ont du foncier. On a parlé des forêts privées. Et ces effets sur le vivant, le concret, ne se voient que sur le temps long. Et aujourd'hui, on peut le dire, nous, on a quelques beaux résultats sur ce temps long. Effectivement, quand on a des questionnements sur, vous nous parlez d'économie circulaire, vous nous parlez de climat, vous nous parlez de biodiversité, mais est-ce que tout ça n'est pas que des mots ? Nous, on invite nos futurs collaborateurs, on invite nos clients, nos fournisseurs, nos voisins, n'importe qui souhaite venir visiter nos sites pour se rendre compte des résultats de nos actions. Et il n'y a rien de mieux que de montrer pour convaincre. Et ça, c'est quelque chose auquel on croit beaucoup. Et donc, c'est un gage d'attractivité pour effectivement recruter des talents qui sont intéressés par la cause environnementale. Et j'ai envie de dire, c'est aussi
un langage commun. On est une entreprise initialement de l'ouest de la France, qui a grandi au fil du temps, qui s'est internationalisée. Et la biodiversité, la relation avec la nature, avec le vivant, est un langage commun. C'est-à-dire que ça fait partie des axes prioritaires du groupe. Et donc, chaque site investit dans ce sujet et parle le même langage. Et donc, aujourd'hui, on a des filiales à travers le monde qui ne parlent que très peu ensemble, sauf sur ces sujets biodiversité, où on partage nos expériences, on partage nos résultats, on essaie de comprendre ce qui a pu se passer dans certains territoires, sur certains climats et pas sur d'autres. Le rapport à la nature fait partie du coup de la culture aussi du groupe. Alors Benoît Léniel, Pierre-Yves Burlot dit il faut du temps, c'est le temps long. Bon, avec le climat, on n'en a pas du temps en fait. Il faut aller vite là. Il faut aller quand même c'est toujours le problème de trouver un équilibre entre mettre en place des actions dès maintenant et trouver les actions les plus efficaces dès maintenant et les hiérarchiser dans le temps. Parce qu'effectivement, le GIEC vous dit, vous voyez, le 1,5 degré, c'est 3 ans pour inverser. Autrement, ça sera 2 degrés. Mais globalement, on est sur une dizaine d'années. Voilà, pas plus. Donc effectivement, c'est ça toute la difficulté. Parce que aussi, je rejoins pleinement ce qui a été dit. Aller dans la précipitation n'est pas non plus une bonne conseillère. C'est-à-dire que quand vous commencez à réfléchir sur ces fameuses mesures d'atténuation et d'adaptation, il y a besoin de concertation et de mettre tout le monde autour de la table à un moment donné. Parce que des idées qui peuvent paraître bonnes à un moment donné, pour un secteur donné, ne sont peut-être pas bonnes pour un autre. Et c'est ça toute la difficulté, c'est d'arriver à mettre l'ensemble des acteurs autour de la table pour échanger et hiérarchiser dans le temps une série de mesures, et en commençant par les mesures les plus efficaces, et puis où on a plus de leviers possibles, comme ce qu'on parlait, la nature en ville en fait partie. Et ça se fait ensemble, ça se fait aussi, ça a été dit ce matin aussi, avec une base scientifique, un socle scientifique, parce que je prends l'exemple de l'adaptation, même si c'est logique ce que je vais dire, on ne va pas s'adapter de la même façon quand on est à Rouen, quand on est à Nantes. Il n'y a pas de recette de cuisine toute faite. Bien évidemment, il y a toute une liste, on peut sortir toute une liste de mesures, mais il faut les adapter à son territoire. Il faut connaître les caractéristiques de son territoire pour bien les adapter avec ce socle scientifique. Parce que si vous n'avez pas ce socle scientifique, vous n'avez pas de base pour travailler. Voilà. Et alors, puisque vous parlez de hiérarchie, qu'est-ce que vous mettriez en premier par rapport à cette problématique de la nature en ville, le plus efficace et le plus urgent? Alors, c'est pareil, voilà, c'est difficile de répondre à cette question parce que... Les journalistes ont toujours des questions simplistes, vous savez. Oui, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien de les poser parce que ça permet de prendre conscience que les choses ne sont pas simples. Voilà, on interagit beaucoup, nous les scientifiques, dans le cadre du GIEC de la métropole. Il y a un GIEC normand aussi avec les élus. Et on attend par exemple beaucoup des scientifiques. Les scientifiques nous disent voilà, quelles sont les mesures que vous prendriez en premier, en deuxième. Et souvent je réponds on ne va pas le faire comme ça. On ne va pas le faire comme ça parce qu'effectivement on a des mesures possibles, mais il faut qu'on discute ensemble. Parce que finalement c'est les élus, les gestionnaires qui connaissent le mieux leur territoire, mieux que moi scientifique. Et donc nous on peut aider et échanger pour réfléchir ensemble, justement, quelles sont ces mesures et comment on peut les hiérarchiser dans le temps. Et justement, dans le cadre du GIEC de la métropole, on arrive sur cette phase-là, où on va discuter ensemble pour réfléchir à l'ensemble de ces mesures et comment on les hiérarchise dans le temps. Donc je suis désolé, je ne réponds pas tout à fait à la question, mais bon. On en reparle dans un an, aux prochaines rencontres. La parole est à vous, dans la salle. Après, on fera une petite pause, mais si vous voulez poser des questions à nos intervenants, vous levez la main et on vous apportera le micro. Oui, je voulais poser des questions, des exemples. En fait, j'aurais aimé des exemples. Comment fait l'entreprise Séché. Séché, merci. Voilà, simplement parce que pour voir un peu comment c'est possible au quotidien et sur les sites. Alors, un exemple ou deux concrets. Alors, des exemples concrets. Déjà sur la partie
expertise, donc on a un service dédié qu'on appelle le service biodiversité qui est composé d'écologues en interne. C'est-à-dire qu'on n'est pas en train de sous-traiter ce type de prestations en externe comme le font beaucoup d'acteurs, qu'ils soient publics, qu'ils soient privés. On a internalisé cette compétence parce qu'on considère que c'est la force de l'entreprise que d'être capable d'anticiper, de planifier nos impacts. Concrètement, 5 écologues pour 40 sites, hein, c'est ça? Exactement. Donc on a 5 écologues qui sont des experts. Alors ils ont des parcours différents. Ça peut être des experts dédiés. Il y en a sur les chauves-souris. Il y a des écologues paysagistes. Bon, il y a différents types de compétences dans ce service-là. Et ils s'appuient sur ce qu'on appelle un réseau d'ambassadeurs. C'est-à-dire que sur chaque site, il y a des référents biodiversité qui sont là au quotidien pour suivre les recommandations du service biodiversité. Ça, c'est des gens qui ne sont pas forcément spécialistes de la question, qui peuvent être ingénieurs sur un site, qui peuvent être techniciens, qui peuvent être agents d'accueil, mais qui ont cette sensibilité au sujet, qui ont été formés en interne à ces questions-là, et donc qui connaissent les problématiques de leur site et qui sont capables au quotidien de pouvoir appréhender le sujet et faire remonter les besoins. Ils le font en plus de leur travail? Exactement. C'est du temps dédié que le groupe... Bénévolat, en fait? Non, c'est dans leur contrat de travail. D'accord. Ils ont un temps dédié dans leur fiche de poste. Ils ont un temps dédié. La direction dit qu'il faut une part de leur temps qui soit dédiée à ce type d'action. Et donc, ça se fait en parallèle de leur action par ailleurs. Donc, il y a une quote-part de leur temps qui est dédiée à ce travail-là. Et donc, on allie encore une fois, finalement, passion et travail. Et donc, ça, c'est important aussi pour nous. Ce lien entre les deux sujets. Donc ça, c'est comment on s'est organisé en interne. Après, on n'a pas on n'est pas bon sur tous les sujets et donc on crée des partenariats avec des partenaires en externe. Alors ça peut être des institutions comme le muséum d'histoire naturelle, ça peut être des associations comme la LPO, France Nature Environnement, différentes structures au niveau local qui vont venir nous apporter leurs conseils sur la connaissance du territoire, sur les enjeux des trames vertes et bleues. On a parlé de trames noires aussi ou de trames marron sur la zone dans laquelle on travaille. Et donc c'est comment on va nous travailler avec le territoire pour travailler sur nos enjeux, mais aussi servir le territoire. C'est-à-dire qu'on ne va pas avoir la même politique biodiversité si on est en pleine zone agricole intensive et que notre site est finalement un refuge de biodiversité parce que partout ailleurs c'est compliqué pour la biodiversité, et sur un site périurbain ou urbain dans lequel on est sur une structure territoriale hyper dense, hyper urbanisée, dans laquelle on va encore avoir d'autres problématiques. Donc on est vraiment à s'adapter à chaque problématique de site. Donc ça, c'est l'organisation interne-externe. Après, les mesures au quotidien, ça peut être de la préservation de zones. C'est-à-dire que le mieux, c'est toujours d'éviter de toucher à des zones qui n'ont jamais été impactées pour garder leur milieu naturel. Ça, c'est vraiment la priorité. Donc, faire en sorte que ces zones soient protégées. Ensuite, il y a essayer de renaturer. On a parlé d'enlever le bitume, de désartificialiser, c'est difficile à dire, des zones pour rendre à la nature des espaces qui ont été travaillés par l'homme. Donc ça peut être d'autres types d'actions. Après, ça peut être travailler sur la gestion différenciée des espaces, des plantations. Donc on travaille beaucoup avec ces aspects de gestion différenciée, notamment avec la Ligue pour la protection des oiseaux, qui nous accompagne fortement sur ce sujet. Typiquement, il y a certains sites qui ont des nichoirs à faucons, par exemple. Ça peut être ce type d'installation très spécifique parce qu'on a une problématique de ce type-là sur ce site ou dans ce territoire. On va, par exemple, aussi créer des zones humides, là où il y en avait potentiellement historiquement, ou en tout cas dans des zones qui sont favorables à la création de zones humides. Donc on peut aussi être sur ce type d'aménagement pour, encore une fois, essayer de préserver, de renaturer et de créer des zones favorables à la biodiversité. Donc
on a des programmes par site avec des plans d'action sur plusieurs années qui nous permettent d'anticiper, de faire les bons choix et ensuite de les mettre en place, toujours en évitant que derrière on remette ces choix en question pour des raisons de développement économique, pour des raisons de gestion du site, pour des raisons qui sont autres que celles de préservation de la biodiversité. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Je ne vois pas trop, mais... Ah oui, là, à droite. C'est pas tout à fait forcément une question pour les gens qui sont à la table ronde, mais c'est une question à nous tous. Donc le rôle de la nature en ville, c'est aussi un secteur, et éventuellement un secteur d'activité, un secteur d'emploi, un secteur. Je m'étonne ici qu'on n'ait pas tout le secteur des paysagistes, des jardiniers, des jardineries, enfin, la dimension un peu économique de ces acteurs urbains de la biodiversité. Je crains qu'on soit un peu dans l'exemple, dans l'anecdotique, dans l'action bénévole d'une association. Ma question donc que je pose, elle est plus sur la place du secteur économique, de l'expertise. C'est bien, enfin, j'ai dit ce matin, je suis un écologue rouennais. La ville de Rouen vient de recruter une jeune écologue. Combien il y a d'écologues qui travaillent à Rouen? Combien il y a de paysagistes? Combien d'horticulteurs? Vous voyez, quelle est la place du secteur d'activité de la nature en ville dans les débats d'aujourd'hui? Oui, c'est un sujet intéressant, en effet, qui n'est pas traité aujourd'hui, mais c'est tous les ans, hein, ces rencontres. Donc ça peut être, justement, d'ailleurs, Marc-André Sellos en parlait, le sujet peut-être l'homme et les plantes l'année prochaine. Donc peut-être il y aura plein de paysagistes l'année prochaine. Demain, il y en aura apparemment, dit Philippe Clergeau, dans les tables rondes demain après-midi. Voilà, il faut revenir demain après-midi. Je ne peux pas vous dire mieux. Eh bien, écoutez, on va faire une petite... Ah non, il y a une autre question? Pardon. Ah oui, pardon. En fait, je voulais réagir par rapport à ce que monsieur a dit, mais je peux le faire en dehors de... Non, vas-y. C'est juste pour dire qu'en effet, du coup, depuis Plantes et Cités, on a un réseau de collectivités et de professionnels de la nature en ville. Donc, on regroupe justement les paysagistes, les jardiniers, les écologues. Et on voit bien depuis quelques années un changement dans les organigrammes et dans la manière d'intituler les directions des services des collectivités. Et du coup, de la direction parc et jardin ou direction espace vert, on passe à la direction nature en ville, à la direction biodiversité. Et je pense que c'est un signe, en plus du recrutement des écologues, du fait qu'il y a un changement aussi au sein des professionnels et une transition qui est prise par les différents acteurs de la filière, alors plus ou moins vite. Et là, encore une fois, la maîtrise d'ouvrage publique comme privée, elle a un rôle important parce que c'est dans les cahiers des charges et dans les appels d'offres qu'ils produisent, qu'ils peuvent aussi engager les privés à faire évoluer leurs pratiques, parce que du coup, un acteur privé répond à la demande d'un maître d'ouvrage. Et donc, il y a un peu ces deux éléments-là qui se répondent. Et voilà, donc c'était pour donner un petit état des lieux sur le sujet. Merci. Ah. Un petit mot, justement. On peut citer un exemple qui est assez original. C'est celui d'Évreux, puisque Évreux a embauché il y a déjà longtemps un berger et il possède un troupeau de moutons qui pâturent sur des coteaux, non pas des coteaux qui sont à l'extérieur de la ville d'Évreux, mais qui sont interpénétrés dans certains quartiers de la ville d'Évreux, qui pâturent aussi ailleurs évidemment et aussi en hiver, mais notamment ils contribuent non seulement à l'entretien de l'Antuitrin, un entretien écologique, parce qu'il y a une flore assez originale, je me souviens quand même d'y avoir passé beaucoup de temps, et donc voilà un exemple d'emploi inhabituel, mais en l'occurrence, je ne dis pas qu'à Rouen il faut le faire, mais quoique le Conservatoire d'espaces naturels possède un très grand troupeau de moutons en Haute-Normandie, mais n'empêche qu'il y a des choses intéressantes et originales qui peuvent se faire. Et ça se fait de plus en plus. Je crois que même il y a des moutons sur le Champ de Mars à Paris, près de la Tour Eiffel. Oui, monsieur? Oui, si on prend l'exemple sur les coteaux de Rouen, si on regarde
les paysages qu'il y avait au 19e siècle et maintenant, c'est deux cartes postales totalement différentes. C'est-à-dire tous les coteaux étaient pâturés par des moutons et c'était des zones vierges de tout arbre, etc. Et que les mêmes coteaux à l'heure actuelle sont tous enfrichés, il y a eu énormément de bois, etc. Donc ça pose aussi le problème de quelle nature on veut, quelle fonction de la nature on veut, et par rapport, puisque vous avez évoqué les sols, pas oublier non plus que la biodiversité est très très riche dans les sols, puisqu'il y a 30% de la biodiversité dans les sols, il ne faut jamais l'oublier, et que cette biodiversité est-elle toujours préservée quand on voit comment on matraque les sols, aussi bien en ville que malheureusement dans nos campagnes. Merci.